Salut à tous, bienvenue sur le deuxième épisode de cette petite discussion avec Lucas qui est mineur en crypto-monnaie. Donc si vous n'avez pas vu le premier épisode, allez le voir tout de suite, il sera dans la barre de description ci-dessous ou sur le côté sur YouTube. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ci-dessous en cliquant sur le bouton s'abonner pour recevoir en première toutes les prochaines vidéos. Lisez bien la barre de description, j'ai un petit cadeau pour vous, c'est un pack de bienvenue au contenu 100% secret pour t'aider à amorcer ton indépendance financière. Et Lucas, du coup, je te redis salut pour ce deuxième épisode. Salut. Salut, Raphaël. Comment tu vas? Toujours bien? Ça va toujours bien. Super. Bon voilà, rapidement en 30 secondes, est-ce que tu peux te représenter peut-être pour ceux qui regardent l'épisode numéro 2 à l'envers? Bien sûr. Donc Lucas, 27 ans, je suis mineur de crypto-monnaie. Ok. Un métier assez récent. Atypique comme on disait. Assez ouais. atypique. Donc rapidement, j'ai fait une école d'ingénieur informatique, j'ai entendu parler des crypto-monnaies en 2013 avec le Bitcoin. Suite à ça, en 2016, j'en ai entendu parler à nouveau avec l'Ethereum. Et là, je me suis lancé dans le minage en créant une société et en allant chercher des investisseurs privés qui voulaient justement mettre des billes. Mettre des billes, voilà, dans les crypto-monnaies. Ok. Donc si vous voulez la présentation complète de Lucas, il y a l'épisode numéro 1 pour ça, on ne va pas refaire toute la présentation, sinon des gens vont s'ennuyer. Mais on va plutôt continuer la petite conversation. Donc Lucas, j'avais d'autres questions encore pour toi. Est-ce que investir aujourd'hui dans les crypto-monnaies, c'est trop tard ou pas? C'est une question qui revient tellement souvent. C'est une bonne question. En 2018, en 2019, en 2020 même, est-ce que ça sera trop tard? Est-ce que c'est déjà trop tard ou pas? Alors c'est une bonne question. Déjà, sans rentrer dans le débat de est-ce que ça va remonter ou est-ce que ça va descendre. Ouais. Parce que ça, c'est un débat, tout le monde a son avis et tout le monde a son ressenti. Sans rentrer dans ce débat-là, il y a beaucoup de crypto-monnaies qui n'ont pas encore été créées. Il y a beaucoup de crypto-monnaies qui sont en train d'être créées, donc, notamment avec les ICO. Combien de crypto-monnaies on a à l'heure d'aujourd'hui? Alors, c'est très difficile de donner un chiffre exact, mais je dirais de côté, il y en a un bon millier. Ouais, moi j'avais en tête 1500. Ouais. 1500, ouais, c'est ça. Ouais. En fait, après, tu en as énormément qui sont vraiment en queue de fil et c'est des cryptos qui n'ont pas forcément d'intérêt, qui n'ont pas d'avenir. Après, tu en as même qui sont même pas listés et qui sont un peu faits au marché noir. Enfin, tu vois, on n'entend même pas parler parce qu'elles sont tellement inutiles. C'est ça. Donc, mais alors, ce qu'on disait, pour revenir à la première vidéo, ce qu'on disait, c'est que la blockchain a de nombreuses applications, que c'est une technologie quand même très généraliste qui va révolutionner beaucoup de domaines. Et on n'est pas encore, on est encore au début, c'est comme Internet au début, on est encore au début et on ne sait pas trop ce qu'il va donner. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que Google n'est pas encore là, Facebook n'est pas encore là. Bon, toi, on en est à ce niveau-là. On en est à ce niveau-là vraiment, quoi. On en est à Caramel, Yahoo, AOL, MySpace, peut-être même un peu avant encore. Donc, mais est-ce que tu penses, toi, personnellement, que ça va encore, enfin que ça va, même pas encore, mais est-ce que ça va révolutionner un petit peu le monde, comme on le disait un peu dans la première vidéo? Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment des projets technologiques qui peuvent changer des industries et donc des crypto-monnaies décoller ou pas? Ou est-ce que tu penses que on va stagner? Est-ce que ça peut même tomber? Est-ce que ça peut partir du jour au lendemain, tu penses, les crypto-monnaies? Honnêtement, non. Pour moi, c'est déjà bien installé et on est encore au début. Pour moi, on est encore au début parce que ça reste des investissements privés, des investissements plutôt par des particuliers. Les acteurs, c'est encore des startups, des entreprises. Bon, on a des entreprises assez intéressantes comme Telegram par exemple qui va faire son ICO. Non, je crois que c'est déjà fait d'ailleurs et eux, ils ont levé avec des investisseurs privés 500 millions ou plus, je crois. C'est énorme. C'est incroyable. C'est pas concevable pour nous, quoi. Mais ça va très vite. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a encore beaucoup d'applications qu'on ne connaît pas. Dont on ne se doute pas et c'est le process même de l'innovation, on va par palier et à un moment il y a quelque chose qui prend énormément d'ampleur parce qu'on a atteint un palier où ça peut s'appliquer dans un domaine. C'est souvent des phases de plateau également, des fois on stagne longtemps et puis après ça monte d'un coup. Oui, peut-être que là on est un peu sur une phase, c'est vrai qu'il y a eu une grosse montée à la fin de l'année là, tout le monde est devenu millionnaire. Fin 2017 pour remettre un peu les choses en place. Donc là, il y a une correction. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je donne pas de conseils de trading, hein, mais ça n'engage que moi. Mais
les années précédentes, en fait, il y a une sorte de cycle. C'est-à-dire qu'à chaque début d'année, il y a une grosse baisse. Et là, si on prend les 4 dernières années, début de l'année, en fait, vers le mois de mars-avril, c'est compliqué. Les cours baissent. Et après, ça reprend, en fait. Et souvent, ça va comme ça vers la fin de l'année. Donc, pour moi, ça reste cyclique. Personnellement, je pense que le Bitcoin peut aller beaucoup plus haut que 20 000 $. Ok. Est-ce qu'on peut se risquer à une prévision ou pas? Dans 5 Allez, ans, dans 10 ans, je vais lancer mon juste prix. Vraiment pour rigoler, parce que c'est très compliqué. Pour moi, il peut aller aux 50 000. D'ici combien de temps? D'ici combien de temps? Oula. Ah oui, il faut être précis. On peut les atteindre, mais dans 10 ans, dans 5 ans? Non, si ça arrive, c'est dans 2-3 ans, je pense. Dans 2-3 ans, 50 000 $ le Bitcoin. Donc le Bitcoin n'est pas encore mort. Non, le Bitcoin n'est pas mort. Le Bitcoin, c'est compliqué parce que technologiquement, c'est un dinosaure. Ouais, il est dépassé. Il est dépassé. Il ne va pas être amené à changer parce qu'il y a une sorte de consensus. Et les acteurs, en fait, ceux qui gèrent le Bitcoin, entre guillemets, les acteurs les plus importants, ne veulent pas que ça évolue puisque ça leur rapporte beaucoup d'argent. Et le Bitcoin, ça va rester aussi une valeur importante parce que pour les acteurs qui découvrent le monde des crypto-monnaies ou qui veulent rentrer, qui veulent investir, ça reste quand même la valeur la plus ancienne, la valeur qui véhicule le plus de confiance. De référence. Voilà, c'est la référence, quoi. Alors que pour moi, la référence en ce moment, ce serait plus l'Ethereum, par exemple, où là, on a un vrai projet. Derrière, il y a un développeur qui est Vitalik Buterin, qui fait beaucoup d'apparitions, qui est très actif dans le monde des crypto-monnaies et qui est là vraiment pour pousser le projet, pas d'un point de vue spéculatif ou financier. Financier, au contraire. Voilà, mais vraiment pour la beauté du projet, vraiment pour c'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui a une vision, qui va aller jusqu'au bout, quoi. Il me semble que fin 2017, il avait fait une annonce où il disait même qu'il en avait marre que sa monnaie soit trop spéculée et qu'il voulait même se retirer, entre guillemets, un coup de pression, c'est ça? Je ne me trompe pas? Donc, non, c'est clair. Il y tient vraiment, on sent qu'il veut que ça se transforme en quelque chose d'intéressant qui apporte vraiment de la valeur au monde, plus que de la spéculation et de l'argent facile, entre guillemets. Je vois. Mais c'est vrai que voilà, trop tard ou pas trop tard, c'est vrai que moi j'ai fait un micro-trottoir il n'y a pas longtemps à Paris, en plein cœur de Place de la République, où j'ai demandé à des dizaines de personnes, les crypto-monnaies vous connaissez, le Bitcoin vous connaissez. Et malgré ça, il y avait franchement 80% des gens à qui j'ai demandé qui ne me connaissaient pas. J'ai pris tout type de profil, des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes, tout le monde. Et beaucoup de jeunes ne connaissaient pas et j'étais moi-même choqué. Avec le caméraman, on disait mais attends, c'est le hasard, on demande aux mauvaises personnes. Et 80%, 70-80% des gens ne connaissaient pas encore les crypto-monnaies et le Bitcoin. Alors que nous, on a l'impression que tout le monde connaît, tout le monde dit. Il y a eu beaucoup de médias en fin d'année et pourtant, encore, c'est pas démocratisé. Non, mais voilà, c'est ça. Et je pense que il y a deux choses là-dedans. C'est qu'il y a l'effet, justement, c'est peut-être un peu comme l'immobilier où, tu vois, quand on commence à rentrer dans ce genre de domaine, on se dit, oh, mais tout le monde connaît, il faut que j'aille vite, sinon les autres vont passer devant. Mais en fait, quand on est à fond dans le sujet, on a l'impression que tout le monde connaît, mais en fait, quand c'est des domaines spécialisés comme ça, c'est très spécialisé. En fait, il n'y a pas grand monde qui connaît. Et donc, ça prouve peut-être justement, ça apporte ça renforce la théorie qui est qu'on est vraiment au début. Et qu'il y a de beaux jours devant le Bitcoin et les crypto-monnaies en général. Je suis plutôt d'accord avec toi. C'est vrai que j'ai beaucoup de retours de personnes qui vont me dire « Mais non, maintenant tout le monde en parle, c'est terminé, c'est déjà trop tard ». Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses et beaucoup de gens à impacter vis-à-vis de ce potentiel, quoi. Oui. Enfin bref, c'était pour la question « Est-il trop tard ?» Je pense qu'on est plutôt d'accord pour dire que pas vraiment. Pas vraiment. Et alors, pour dire une dernière chose là-dessus, ce qui s'est passé à la fin de l'année, c'est que c'est peut-être vos collègues de bureau qui sont venus vous parler de genre hey, t'as vu, j'ai mis 1000 € dans telle monnaie, et c'était un peu la course à celui qui allait parier sur le meilleur cheval. Moi j'ai entendu pas mal ça. Pas mal aussi, Et du coup on a l'impression que tout le monde connaît, mais en fait ça reste encore une minorité de personnes. Mais c'est quand même déjà des personnes qui ne sont pas techniques à la base et qui s'intéressent à la chose. Et ces personnes-là, ce qui se passe, c'est que là, elles sont peut-être un peu échaudées par ce qui s'est passé. Mais quand ça va remonter, elles savent déjà comment acheter. Elles ont déjà leur compte sur les plateformes. Et le jour où ça va remonter, elles seront là en première ligne pour réinvestir. Parce qu'on sait très bien comment ça se passe quand ça baisse, tout le monde vend, mais quand ça remonte, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et au final, on finit par rentrer. C'est la masse en général, exactement. Voilà, c'est le petit porteur. Exactement, le petit porteur, le petit particulier, Ok.
Rappelle-toi, dans la première vidéo, je t'avais dit que j'allais te poser une question sur une crypto-monnaie en particulier. J'ai complètement oublié de te la poser. Je vais te la poser maintenant. Qu'est-ce que tu penses des crypto-monnaies telles que le IOTA qui ne repose pas sur la blockchain ou encore par exemple le Ripple qui se veut centralisé? Alors est-ce que le Ripple c'est vraiment le chétan des crypto-monnaies? Est-ce que le IOTA a un avenir si c'est pas sur de la blockchain? Qu'est-ce que tu en penses de ces crypto-monnaies un petit peu innovantes? Alors moi je suis très partial en ce qui concerne le Ripple, j'ai toujours été anti-Ripple parce que c'est mon côté amour de la technologie et j'ai envie quand même que ça évolue, même si moi j'y trouve avant tout un intérêt financier, j'ai quand même envie que ça évolue en bien et que ça se transforme en quelque chose d'utile. Et pour moi le Ripple, c'est pas une blockchain le Ripple, c'est un logiciel qui est contrôlé par une société qui contrôle l'émission de la monnaie. C'est-à-dire si demain ils veulent faire tourner la planche à Ripple, ils y vont et voilà. Et le PDG de cette société est milliardaire en Ripple, bien sûr, parce qu'ils ils en détiennent énormément. Et pour moi, c'est pas du tout dans l'esprit de la blockchain crypto-monnaie. Ça ressemble à une crypto. Ça a un peu les mêmes caractéristiques. Mais c'est pas une crypto. Après, est-ce que c'est un bon ou un mauvais investissement? C'est quand même quelque chose qui est beaucoup qui est dans le top 5. 3, ouais. Voilà, top 3. À un certain moment, ouais. Et donc il faut composer avec quand même. Et bon, je vais faire un peu l'avocat du diable pour moi, mais le Ripple quand même a le soutien des banques, a le soutien de beaucoup d'institutions financières parce que c'est quelque chose sur lequel on peut avoir un peu de contrôle. Même beaucoup, et ça plaît aux banques parce que c'est normal. Quand on gère des milliards, on n'a pas envie de ne pas maîtriser ce qui se passe exactement. Ok. Voilà. Donc c'était pour le Ripple. Pour le Ripple. Alors pour le IOTA. Le IOTA, qu'est-ce que tu en penses? Alors pour le IOTA, je préfère pas le dire parce qu'en fait je connais pas assez. Je sais pas assez. Non, je savais pas si j'allais te piéger, ouais. Ouais, non, peut-être qu'il faut qu'on coupe à ce moment-là pour. Ouais, y a pas de souci. On va faire comme si on avait oublié, comme j'ai oublié. Ouais, voilà, c'est ça. On s'arrête ouais, c'est ça. Parce que le IOTA, moi je t'avoue que le IOTA, je sais que c'est un gros projet, je sais que ça concerne l'Internet of Things. Allez, let's go. Ok, et des fois régulièrement, c'est pas naturel, j'ai l'impression. Ok. Ok, je vois pour le Ripple du coup. Ok. C'est pas naturel. Le Ripple. Ok, je vois pour le Ripple du coup. Voilà. Et des fois régulièrement, on voit aussi par exemple des gens qui vont être inquiétés par le fait que ça puisse devenir complètement illégal. C'est vrai que c'est pas encore très certain. Il y a d'un point de vue international, on entend beaucoup de choses, des gouvernements entiers qui interdisent, d'autres qui acceptent, d'autres qui accueillent vraiment volontiers les crypto-monnaies comme des crypto-paradis, enfin on appelle ça comme on veut. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est un vrai risque pour le futur? Alors, très bonne question. Parce que justement, avec un phénomène de cette ampleur, on ne peut pas espérer être en sous-marin. C'est trop tard. Voilà, c'est ça. C'est normal que les gouvernements s'y intéressent, c'est normal que les instances comme le FMI, la Commission américaine, etc. s'y intéressent. Et d'ailleurs, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que c'est quelque chose avec c'est clair, qui a de l'impact dans le monde, etc. Donc pour ce qui est de la régulation, ça évolue en permanence, c'est un domaine qui bouge très vite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi je pense, c'est mon avis, mais après je pense que les gouvernements sont en faveur des cryptos. Globalement, tu penses? Voilà, on a Christine Lagarde qui a dit on sent que quand elle en parle, elle comprend ce que c'est. Elle a dit que c'était quelque chose avec lequel il allait falloir composer et qu'il fallait installer une régulation pour permettre à cette technologie d'évoluer. Ok. On a le G20 qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, qui s'est prononcé contre une régulation stricte. Okay. Donc c'est plutôt bon pour les cryptos. On a, pour rester en France, on a Emmanuel Macron qui a quand même été assez sévère, mais je pense pas forcément dans le mauvais sens, mais plutôt de dire que il faut pas. Il faut qu'on soit là quand ça va évoluer. Il faut que la France soit là. Qu'elle soit prête. Qu'elle soit prête.
mais il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi non plus avec. Est-ce que Emmanuel Macron c'est un investisseur ou pas? Je sais pas si tu as déjà vu cette fameuse photo, on le voit avec un wallet, c'est ça? Ou je sais plus. Non, j'ai pas vu. T'as jamais vu cette photo un peu selfie avec un wallet? Je sais plus c'est quoi la photo, non? D'accord. Je sais pas. C'est un petit aparté, ridicule. Du coup, est-ce que c'est vrai qu'on a aussi vu par exemple la Russie qui a été au début assez opposée et qui aujourd'hui, Vladimir Poutine semble plus que prêt à aller de l'avant vis-à-vis des crypto-monnaies. Oui. C'est vrai qu'on voit beaucoup de pays comme ça également qui au début étaient plutôt contre et qui maintenant sont en faveur. Donc c'est vrai qu'il y a plutôt une tendance générale vers quelque chose d'accepté. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, bien sûr. On a la Russie qui sont en faveur et pour avoir été en Russie justement, j'ai vu que là-bas il y avait beaucoup de jeunes, de startups qui se lançaient autour des crypto-monnaies. Voilà, dans les crypto-monnaies parce que justement la Russie est toujours sous des interdits économiques, etc. Ils ont une sorte d'embargo toujours, donc ils sont un peu enfermés dans leur économie et les cryptos justement c'est le moyen d'avoir un impact dans le monde et donc c'est vrai que les startups russes ont tendance à vraiment s'investir à fond là-dedans. Pour la Chine, alors la Chine c'est très particulier. Ils ont au début ils étaient pour, après ils étaient contre. Pareil, la Chine ça a beaucoup changé. Et en fait la Chine le problème c'est un peu la même chose. Bon c'est mon analyse, mais ils ont une économie très protectrice parce qu'ils ont beaucoup d'habitants, parce qu'ils ne veulent pas que les capitaux fuient à l'étranger. C'est leur politique et du coup les cryptos, en fait ce qui s'est passé avec le Bitcoin au début, c'est que les Chinois investissaient massivement dans le Bitcoin parce que le yuan dévaluait et que le Bitcoin lui continuait de monter. Donc au début ça leur plaisait pas trop. Il y a eu aussi beaucoup d'ICO, il y avait beaucoup de mineurs qui sont en Chine justement. La plupart des mineurs sont en Chine et en fait le problème c'est que le gouvernement chinois, je pense, est en faveur des crypto-monnaies, mais ils essayent de réguler ça quand même pour toujours garder un contrôle économique. Et après, en dernier lieu, on a tous les pays, justement, Amérique du Sud. Donc avec l'exemple le plus frappant, c'est le pétro, la monnaie, le Venezuela, pétro, voilà, Venezuela, Maduro qui a émis une monnaie indexée donc, sur le baril de pétrole. Ouais, c'est ça. Et moi je pense que typiquement c'est le genre de monnaie qui est un peu sale quoi, parce que moi je suis pas du tout en faveur de... Bon c'est une dictature quoi, à mon avis s'il a fait ça c'est pour ramasser de l'argent et c'est tout quoi. Je pense pas que ça va profiter à son peuple. Je pense que ça va lui, il va se gaver. Voilà. Les dirigeants vont se gaver et ça va pas vraiment... Il y a des théories comme ça, quoi. En effet, c'est une autre façon encore une fois de ramasser de l'argent au peuple. Exactement. Plutôt que parce vraiment que je sais pas si si son peuple aura des pétros etc. Donc, on va pas rentrer dans de la politique, mais bon, après voilà, l'initiative est bonne, c'est un avis, quoi. Après on verra comment ça évolue. Donc voilà. Donc ok, j'ai une autre question qui me vient en tête. Est-ce qu'on doit craindre la sécurité? Là on parle un petit peu de législation, d'interdiction, de choses comme ça. On entend régulièrement des vols, des hacks, des fuites, des vols, littéralement de plusieurs millions, de dizaines, voire centaines de millions d'euros d'équivalent de crypto-monnaie. Est-ce qu'on doit le craindre et comment on peut s'y protéger si on peut s'y protéger? Oui, très bonne question. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la blockchain n'a jamais été hackée en tant que telle. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, la blockchain, ça marche avec des couches, donc on a des couches technologiques, et la couche de base n'a jamais été touchée. C'est pas ça qu'on doit craindre, c'est pas cette intégrité-là qu'on doit craindre. C'est ça. Ça vient d'autre chose. Voilà. Donc, alors, les moyens de se faire hacker, entre guillemets, c'est de laisser son argent sur une place de marché, parce que les places de marché, en fait, ça reste de la sécurité informatique. Donc la sécurité informatique, ça restera toujours le jeu du chat et de la souris. Donc il y aura toujours une faille et bien sûr par exemple vous avez Binance qui est une plateforme qui a très bien réagi dernièrement, ils se sont fait hacker, ils ont réussi à endiguer le phénomène assez rapidement. Voilà. Mais vous avez d'autres plateformes qui se sont fait hacker et ça reste de la sécurité. Après, on peut aussi se faire voler ses bitcoins si on ne sécurise pas son portefeuille. Alors comment par exemple font les hackers? Par exemple, on parle là de plateforme. C'est un site internet, sécurité informatique, mais comment font les hackers pour arriver sur la plateforme? Pour quelqu'un qui nous regarde, qui ne comprend pas précisément comment ça se passe, comment il fait pour détourner entre guillemets ou comment se connecter à la blockchain? Comment ils font? On peut l'expliquer avec des mots simples pour vraiment voler et en fait s'en servir après les bitcoins. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Comme on disait, tout est inscrit dans la blockchain. Les gens pourraient se dire mais
ils volent les bitcoins, mais s'inscrivent dans la blockchain, donc au final on sait c'est qui les a à la fin. Est-ce qu'on peut un peu éclaircir ça peut-être rapidement? Oui, alors en fait les places de marché utilisent un système pour le trading qui recopie ton portefeuille. C'est-à-dire que c'est comme si j'ouvrais un fichier Excel et tu me dis j'ai 100 bitcoins. Ouais. Moi sur mon fichier Excel, je dis que tu as 100 bitcoins et après on commence à trader avec. Okay. Mais je touche pas à tes bitcoins. Et après quand tu veux les retirer, si tu veux retirer, par exemple tu as gagné 50 bitcoins, tu veux les retirer, normalement, moi j'ai assez dans mon portefeuille, dans mes wallets de places de marché pour te donner 50 bitcoins. Okay. Mais si tu veux, on ne traite jamais directement avec les cryptos sur les places de marché. On recopie les valeurs que tout le monde possède et on trade avec ces valeurs. Et quand quelqu'un veut retirer ou déposer, là on va vraiment déposer sur les portefeuilles. Donc les portefeuilles sont stockés en général, ce qu'on appelle à froid, sur des disques durs et ils sont décorrélés de la partie trading. Okay. Donc comment font les hackers? C'est qu'ils arrivent à accéder à ces portefeuilles et tout simplement à passer des commandes sur le logiciel qui vont dire bon ben voilà, transfère-moi les bitcoins, etc. quoi. Et comment on ne les retrouve pas en fait? Alors, on peut expliquer ce concept rapidement aussi. Alors c'est en gros pour le bitcoin. Si on reste sur le bitcoin, normalement tout est traçable, puisque justement la blockchain c'est un registre, c'est une grosse compta, et on peut tracer où est allé chaque bitcoin. Mais il y a des logiciels qu'on appelle des mixeurs qui permettent en fait de faire plein de petites transactions et de les envoyer un peu dans plein d'endroits différents, un peu comme du blanchiment quoi. Okay, ouais. Et ça permet de faire transiter les bitcoins sur des comptes. Et puis de toute façon une adresse, enfin l'adresse c'est le portefeuille justement, une adresse n'est pas liée à un nom ou à une personne physique. C'est ça. Donc si tu ne sais pas à qui appartient l'adresse, tu peux voir les 100 000 bitcoins dessus qu'on t'a volé, mais tu ne sais pas à qui c'est et tu ne peux pas y accéder. Et c'est un peu le revers de la blockchain. Voilà. C'est vrai qu'en fait chaque individu, toi, moi, on a une adresse, voilà. Un enchaînement de lettres et de chiffres, c'est ça. Et on peut savoir, on peut voir toutes les adresses, mais on ne sait pas à qui forcément elles appartiennent. Si on ne se déclare pas comme étant c'est moi qui ai cette adresse. Voilà, c'est ça, exactement. Donc il détourne, mais on ne sait pas qui va vraiment les cryptos. Ok. J'ai une question pour toi, un petit peu pour conclure cette vidéo. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Je m'y attendais pas. Ah, je sais ça. Ça fait toujours un petit peu l'effet surprise. Où est-ce que je me vois dans 10 ans? Dans 5 ans, dans 10 ans. Je sais que c'est dur de se projeter. C'est très dur. Moi, honnêtement, mon activité, c'est le minage. Moi, je pense que le minage a encore de beaux jours devant lui. Ok. Mais honnêtement, c'est difficile de se projeter à plus de 5 ans parce que justement, le minage, ça reste une technologie qui consomme beaucoup d'électricité, par exemple, Vitalik Buterin aimerait bien qu'il n'y ait plus de minage pour les terres, remplacer ça par une autre technologie. Mais pour l'instant, le minage, ça reste justement le moyen le plus efficace pour sécuriser cette couche de base. Et donc, je pense que on est quand même dans un monde où il y a énormément d'innovation, ça va très vite. Ça va vite. Donc c'est difficile de se dire dans 5 ans, je serai encore mineur. Je sais pas, il y a trop d'évolution. Je ne sais pas. Ouais. Mais en tout cas, je reste connecté sur ce monde-là. J'ai quelques idées, pourquoi pas peut-être lancer un projet d'ICO ou faire du trading ou des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses à faire avec les cryptos. C'est clair, on a parlé aujourd'hui beaucoup de minage finalement et de crypto-monnaies en général, mais il y a tout ce qui est ICO comme tu l'as dit, et les levées de fonds. Voilà, les nouvelles levées de fonds. Voilà, on va dire ça très simplement, tout ce qui est start-up autour de la blockchain, tout ce qui va être trading, tout ce qui est… Enfin bref, il y a beaucoup de stratégies, malheureusement on ne peut pas parler de tout ça. Bah, Lucas, merci à toi en tout cas pour cette vidéo, je te resserre la main. Merci à toi Raphaël. J'espère que vous avez vraiment aimé ces 2 épisodes, je pense qu'il y avait beaucoup de choses à dire, on aurait pu vraiment parler pendant encore plus longtemps. D'ailleurs, dites-nous si c'est quelque chose qui vous intéresse, on pourra pourquoi pas refaire d'autres vidéos, pourquoi pas. Donc si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, cliquez sur le bouton pouce, le pouce bleu, un petit like. Le pouce en l'air. Voilà, exactement. Laissez-nous un petit commentaire si vous avez des questions, pourquoi pas pour une prochaine vidéo. Posez-nous vos questions, partagez la vidéo avec des gens qui seraient intéressés par les crypto-monnaies. Et encore une fois, lisez bien la barre de description, on a parlé par exemple de Binance ou même il y a Coinbase pour acheter des crypto-monnaies ou Kraken, il y en a d'autres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Bittrex, je sais pas, de quoi tu te sers toi par exemple, rapidement? Alors moi, dans mon entreprise, j'utilise Binance, Kraken, Bittrex, HitBTC. Qu'est-ce que j'ai encore? C'est tout pour les plateformes principales. Après,
il n'y a pas besoin de plus parce qu'elles ont à peu près toutes les cryptos que j'utilise. Exactement. Bref, je vous mettrai en tout cas dans la barre de description les plateformes que j'utilise personnellement. Pour certaines, il y a des liens d'affiliation qui vous permettent de récupérer également des crypto-monnaies. Donc, checkez bien la barre de description, il y aura tout. Et si vous voulez investir dans les crypto-monnaies, j'ai également un programme pour investir dans les crypto-monnaies. Donc, tout se trouve dans la barre de description. On voit tout de A à Z, comment comprendre la blockchain, comment choisir ces crypto-monnaies, comment investir dedans, comment ça se passe. Bref, lisez bien la barre de description, il y a tout dedans. Je pense que j'ai tout dit. On se dit à très vite. Okay. Ciao, ciao.